Bonjour, c'est Licat pour la chaîne Je m'éclate. Ça fait un moment que je n'étais pas venu vers vous pour des raisons personnelles, mais ça y est, je suis de retour et aujourd'hui je vais vous présenter un gros morceau. Horreur Arkham, le JCE, le jeu de cartes évolutif. Alors, j'ai commencé par étaler tout le matériel et il y en a énormément. Alors, on peut voir qu'il y a déjà 3 notices, un livret d'apprentissage qui va vous permettre de mettre en place une première partie. En fait, à la rigueur, c'est ce que je vais essayer de vous présenter de façon à ce que vous n'ayez pas cette démarche à faire. En tout cas, vous y trouverez beaucoup de renseignements, notamment la construction des decks au départ, pour commencer, ce qui est très pratique. Tout le déroulement de la mise en place. À la rigueur, ça vaut le coup de le faire selon ce qui est marqué, et au moins avec ce livret-là. Après, vous verrez que notamment il y a là aussi la mise en place du deck de rencontre, les différentes zones, mais je vais en parler. Les notions de base dont j'ai parlé dans la vidéo sur la découverte des JCE. Quelques différences avec d'autres jeux, notamment les lieux, ça on verra. Les petits symboles que l'on peut trouver, par exemple par investigateur, quand on joue à deux, il y a plus de points de vie ou plus d'indices à récolter, ou voilà, suivant le nombre de personnages. Le déroulement d'un round, ça on va en parler aussi. Ce qu'on peut faire dans le round. Voilà, toutes les phases décrites. La façon de construire un deck, voilà, cette notice et notamment le dos aussi est assez bien détaillé et fournit le maximum de renseignements pour pouvoir jouer une première partie. Mais je pense que voilà, je vais essayer de retranscrire tout ça dans la vidéo. Ensuite, nous avons le guide de référence qui lui est bien sûr beaucoup plus complet avec vraiment des points plus précis sur chaque point de règle, sur chaque type d'action que l'on peut effectuer, sur le nombre d'objets auxquels on a le droit. Voilà, c'est vraiment la doc, comme son nom l'indique, le guide de référence, avec à la fin, l'index, qui permet d'aller chercher un point particulier, avec des règles particulières, par exemple, pour rencontrer des créatures massives. Voilà, on peut y aller rapidement. Massif, 14. Voilà. Voilà, massif est une capacité mot-clé. Un ennemi redressé avec le mot-clé de massif est considéré comme engagé avec chaque investigateur dans le même lieu que lui. Voilà, avec encore quelques précisions. Voilà, c'est vraiment pour approfondir des petits points de détail où on aurait un doute. Voilà. Et ensuite, pour finir au niveau des docs, le guide de la campagne. Alors, il faut savoir que la campagne, la zélatrice, est composée de 3 scénarios. Le rassemblement, les masques de minuit et le dévoreur du dessous. Voilà, je décrirai un petit peu au moins un paquet avec les différents types de cartes qu'on peut rencontrer. Donc, dans ce guide, il y a d'abord une mise en place avec des détails de ce qui se passe en fait. Je ne vais pas vous spoiler le scénario. Je préférerais que, comme je l'ai fait moi, le découvrir en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant. Alors ici, il y a pour constituer le Chaos Bag. Je vais vous expliquer ce que c'est aussi. On reviendra sur ce passage-là pour savoir quel Chaos Bag vous devriez faire au début. Et là, on retrouve la mise en place, par exemple, qu'il y avait dans le livret d'apprentissage. C'est valable pour les 3 scénarios. Voilà. Avec à chaque fois la mise en place des créatures, des mises en place particulières, mise en place des créatures, mise en place particulière des lieux pour aider, les zones à ne pas lire tant qu'on n'a pas fini le scénario.
Et ensuite, il y a ce qui concerne la fin des parties, en fait, à savoir qu'on reçoit des points d'expérience pour pouvoir faire évoluer son deck. Mais ça, on en parlera aussi. Voilà pour les docks. Pour les pions, on a 4 types de pions. Enfin, 5 en comptant le Chaos Bag, mais ça, je reviendrai là-dessus. On a les pions ressources, qui vont nous permettre de dépenser des ressources pour pouvoir poser des cartes ou faire des actions. Ou ils serviront aussi de munitions, vous verrez, ou de recharge, etc. Ça sera indiqué sur les cartes, en fait, à chaque fois. Ensuite, nous avons les pions indices ou fatalité. Ce sont les mêmes pions avec un recto verso différent. Selon qu'ils servent d'indice que l'on doit récolter ou de fatalité pour faire avancer l'histoire. Vous verrez au niveau de l'intrigue. Ensuite, les pions d'horreur qui vont nous faire baisser notre santé mentale avec des pions de valeur 1 et des pions pour qu'il y ait moins de pions sur les cartes ou représentant une valeur de 3. Et on a les mêmes pions pour les dégâts physiques. Voilà. Pareil, qui nous feront baisser nos points de vie. Au niveau matériel, il y a aussi 2 cartes avec le déroulement d'un round ou les actions, les types d'actions qu'on peut faire dans notre phase d'investigation. Ensuite, il y a énormément de cartes joueurs. Alors, il y a pour les 5 classes, il y a à peu près 17 cartes dans la boîte de base, en comptant la carte du personnage. Et on a aussi les cartes neutres. Les cartes neutres qui pourront être, vous verrez, ajoutées à n'importe quel type de classe. Pour chaque personnage, chaque classe, chaque personnage, on a une mini carte qui va nous permettre de situer notre personnage dans des lieux. Vous verrez, il y a plusieurs lieux, ça constitue différents lieux d'une forêt ou d'une maison, peu importe, et en fait, avec ces mini-cartes, on va pouvoir se promener dans ces lieux et savoir où on en est, où on peut aller, etc. En plus des cartes personnages et des mini-cartes, il y a aussi les cartes faiblesses. Alors il y en a 10 de base, des faiblesses de base. En fait, vous verrez que quand on va constituer le deck, chaque personnage a déjà une faiblesse propre. Vous le verrez dans les paquets. Et une arme propre aussi. Ça, je vous le montrerai. Mais, aléatoirement, quand on constitue la première fois son deck, on va venir chercher une faiblesse. Ce qui fait que au niveau du scénario, de l'intrigue, des atouts du personnage, on vient glisser, en plus de sa faiblesse propre, une faiblesse de base. Ce qui fait, et d'une, une surprise, et de deux, un effet un petit peu négatif, voire beaucoup négatif, mais ça rajoute du piquant à l'intrigue. Ensuite, il y a toutes les cartes monstres, créatures, ou traîtrises, ou vous verrez, il y a beaucoup d'éléments. Alors là, je les ai triés déjà par catégorie. À chaque fois, vous verrez que il y a un petit symbole ici. Voilà, pour dire de quelle catégorie sont les cartes. Voilà. Ça va nous permettre de constituer les decks en fait. Et il y en a énormément, en plus des traîtrises et créatures propres à chaque scénario. Le Chaos Bag, alors ce sac n'est pas fourni avec le jeu, je l'ai trouvé, il contenait du matériel, je l'ai retourné parce que ça ne m'intéressait pas, donc c'est très pratique. À quoi ça sert? Ça remplace les dés ou des tirages comme dans le Seigneur des Anneaux, des tirages de cartes supplémentaires pour faire les rencontres. En fait, on va venir tirer des pions
avec des modificateurs dessus, pour faire les tests ou pour combattre, ou voilà. Ça rajoute aussi du piment. Alors après on parlera de la constitution du deck, il y a énormément de jetons. Il y a des jetons en plus pour selon les niveaux de difficulté qu'on veut rajouter. Donc ça je vais en parler aussi. Voilà, c'est le côté aléatoire du jeu et qui est parfois pénible parce que je vais vous montrer. Voilà. Hop. On va apprendre à détester celui-là notamment qui est l'échec critique. Et ensuite il y a bon pour là je suis passé en standard, il y a je crois qu'il y a un +1 peut-être quelque part, mais il doit en avoir qu'un, oui. Il y a un +1, des 0, et après ensuite ça va -1, -2, -4, -3, des crânes, ça on verra à quoi ça correspond, des pierres tombales, ou alors c'est appelé de différentes façons. Le signe des anciens, qui en général est relativement positif. Celui-ci sert dans le 3e scénario, les particuliers, les tentacules. Ensuite, il y a les sectateurs pour finir. Mais ça, après, en fait, vous verrez que selon les scénarios, il y a des effets différents. Je vais vous montrer après. Celui-ci, je peux l'enlever, puisque pour l'instant, je ne ferai pas le 3e scénario. Et je remets mes jetons dans le Chaos Bag. Alors, je vais faire un peu de ménage. Voilà. J'ai un petit peu enlevé des éléments pour essayer de vous montrer commencer à installer comme il faut. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, je ferai 3 tours du premier scénario en essayant de ne pas spoiler, de ne pas montrer. Je ne vous lirai pas les textes, je vous montrerai plus particulièrement le déroulement des tours. Donc, on va parler, à partir de maintenant, des classes. Alors, dans ce jeu, il y a 5 classes. Les gardiens, avec Roland Banks, son personnage. Les survivants, avec Wendy Adams. Les chercheurs, avec Daisy Walker. Les truands, avec Skids O'Toole. Et pour finir, les mystiques, avec Agnès Baker. Alors, chaque classe a des particularités. Par exemple, les gardiens, ils se sentent obligés de défendre tout le monde contre le mythe. Alors, le mythe, quand on lit Lovecraft, l'auteur un grand auteur de science-fiction horreur, il a créé un univers avec des créatures, avec des dieux particuliers, souvent tentaculaires. Et il a souvent aussi, dans ses livres, fait référence à la folie et aux personnages, aux investigateurs qui vont jusqu'à aller aux portes de la folie, en fait. Donc le mythe, pour lui, c'est la mythologie de son univers. C'est tout ce qui concerne, on va dire, le mal et les dieux qui le constituent. Avec, bon, les plus connus, Cthulhu, entre autres. Donc le mythe, ce sont tous les éléments du mal qui essayent d'investir notre univers à nous. Et puis, en fait, c'est pourquoi les investigateurs, avec leur classe, leur type de métier ou de thème, vont lutter contre tout ça. Donc, ils vont lutter contre le mythe. Donc, les gardiens, eux, ils ont un rôle de protecteur et de défenseur des autres, notamment, contre tout ça. Ils n'ont pas peur d'aller dans l'action, donc vous verrez après les caractéristiques, je vous en parlerai. Et en fait, on voit, en lisant ces caractéristiques, après, on comprend en fait vraiment son rôle. Donc ils ont des bons bonus pour le combat et les dégâts. Ensuite, il y a les mystiques. Les mystiques, ils utilisent les forces ésotériques du mythe, eux. Donc ils utilisent soit des connaissances
qui frôlent la noirceur du mythe à travers des savoirs interdits, des choses qui font qu'ils ont ces pouvoirs d'utiliser des sorts, des capacités, mais en utilisant ces pouvoirs et ces sorts, ces capacités, à chaque fois, ils frôlent le danger, ils frôlent la folie, ils frôlent ce mythe. Donc ils sont proches de la rupture à chaque fois. Donc ils sont puissants avec leurs sorts, mais fragiles, ils peuvent être fragiles et encaisser pas mal de dégâts par rapport à ça. Ensuite, nous avons les truands, avec Schizotool par exemple. Alors eux, ils sont égoïstes, opportunistes. Par contre, ils ont une capacité accrue pour échapper aux ennemis en général. Mais quand il faut, ils deviennent de vrais bons combattants. Ils ont pas mal de gains, vous verrez, en ressources et en action. Avec Léo de Luca, vous verrez son allié là, qui est un des plus appréciés du jeu. Voilà, ils sont assez polyvalents en fait. Leur seul point faible, par contre, c'est la volonté, notamment pour Schizotool. Ensuite, on a les chercheurs. Eux, ils sont obsédés par les mystères du monde et du mythe. Il y aura souvent dans cette classe des bibliothécaires, ça tourne autour des bibliothécaires, des livres, du savoir en fait, mais des connaissances qui pourront leur servir d'armes en fait. Mais ils sont enclins à lancer des sorts eux aussi, mais ils sont un peu plus fragiles que les mystiques, par exemple. Fragiles, la plupart du temps un peu plus fragiles et peut-être même moins puissants, mais ils ont d'autres avantages. Leur point fort à eux, c'est l'intelligence. Leur point faible, c'est en général le combat et la résistance physique. Et enfin, les survivants, avec Wendy Adams. Alors eux, ils ne sont ni protecteurs, ni curieux, ce sont des gens ordinaires qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Par contre, ils veulent juste s'en sortir. Donc leur atout, c'est en général la chance et l'ingéniosité. Ce sont des débrouillards. Pour les types de cartes, je vais commencer par, avant de vous parler des cartes joueurs, des decks, la constitution des decks, je vais vous parler de tout ce qui est dans les scénarios. Alors ici, on a un premier scénario qui s'appelle le rassemblement. Alors, pour chaque scénario, on a cette carte de référence, avec ici indiqué le niveau de difficulté que l'on aura choisi, facile ou standard. Pour ma part, j'ai pris standard depuis un certain temps, ou difficile expert. Et en fait, je vous ai présenté les jetons crâne, sectateur, pierre tombale, etc. En fait, pour chaque scénario, il y aura des effets différents. Quand on va piocher le crâne, ici, c'est moins X, X le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Donc on perdra moins X, X étant le nombre de ghouls qu'il y aura dans notre lieu précisément, pas de partout. Pour le sectateur, ça sera moins 1, en cas d'échec on subira une horreur par exemple. Et pour la pierre tombale, moins 2, s'il y a une goule dans votre lieu, vous subissez un dégât. Donc on aura moins 2 quoi qu'il arrive, et s'il y a une goule dans le lieu, on perd un point de dégâts. Donc voilà, ici il y a beaucoup plus d'effets, parce que le niveau est difficile ou expert. Alors, ça c'est la carte de référence. Chaque scénario aura la sienne. Donc on se l'installe à côté, de façon à ce qu'à chaque fois qu'on tire un pion du Chaos Bag particulier, on sache à quoi ça correspond. Ensuite, on a des cartes intrigues. Voilà, ici il y en a 3. Les cartes intrigues, c'est le paquet du scénario du mythe, l'avancement du mythe, le mal. Donc à chaque fois on a une description, et ici on a un seuil de 3.
Ce seuil, vous verrez, ce sont les pions fatalité qu'on vient d'en mettre dessus. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les rouges. Voilà. Quand on aura 3 points de fatalité là-dessus, on retourne la carte, on applique les effets, et la suivante devra être remplie petit à petit, et ainsi de suite. En général, si on arrive à la 3e, c'est pas bon signe. Si on finit la 3e, c'est pas trop bon pour nous. Alors, il y a le symbole du scénario ici, une petite torche, et un bon descriptif qui met bien dans l'ambiance. Et une fois qu'on la retourne, il y a tout ce qui arrive et ce qu'on doit effectuer dans l'ordre avant de mettre cette carte de côté et de passer à la suivante. Donc ça, c'est l'avancement du mythe, du mal. Côté héros, côté personnage, nous, côté bien, il y a les actes. Les actes, c'est les missions que l'on doit remplir. Si on arrive à aller jusqu'au bout des actes avant le pack d'intrigue, on a remporté la partie, la plupart du temps. Donc, comme l'intrigue, il y a le symbole, avec la petite torche. Au-dessus, pour l'intrigue, il y avait marqué intrigue 1A, on retourne la carte, il y avait marqué intrigue 1B, et ainsi de suite, pour les classer dans l'ordre, 2A, 2B, 3B. Donc ici, on a acte 1A, un texte à lire, et ici, il y a un indice, un index de 2 indices avec ce petit symbole par investigateur. C'est-à-dire que quand on joue seul, on devra mettre 2 indices pour passer à la suite, retourner la carte et faire la mise en place qui est indiquée derrière. Si on joue à 2, c'est 2 par investigateur, il y aura 4 indices à mettre. Alors ça met bien dans l'ambiance en général, et il est assez bien fourni, il est assez bien scénarisé comme jeu. Voilà, donc carte de référence, petit pack d'intrigue, petit pack des actes. Alors, ensuite, dans chaque scénario, il y a des lieux. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce sont les endroits où on peut se balader, en fait. Par exemple, on pourra être emmené à voir. Alors, je mets pas tout, je spoile pas. Alors, on pourra avoir, par exemple, 3 lieux. Voilà. Notre mini-carte d'investigateur, par exemple, si on joue Wendy Adams, qu'on est dans un lieu. Alors, à chaque fois qu'on arrive dans un lieu, il y a différents symboles sur ce lieu, c'est-à-dire un symbole propre au lieu. Ici, c'est un petit carré blanc dans un rond rouge, avec le nom du lieu, une serrure pour dire qu'on ne l'a pas encore découvert, un petit descriptif. Et ici, les endroits où on peut aller à partir de ce lieu. Donc, c'est des symboles d'autres lieux. Par exemple, ici, c'est une pièce, avec le petit carré blanc dans un point rouge. On pourra aller dans une autre pièce qui a un triangle blanc dans un rond bleu, ou une croix blanche dans un rond bordeaux, ou un losange dans un rond vert. Vous verrez après, je vous montrerai. Donc quand on arrive dans un lieu, automatiquement on le retourne. Ensuite, on peut lire le descriptif. Et ici, il y a une valeur obscure. C'est-à-dire que ce sera un seuil contre lequel on devra faire un test pour gagner des indices. Ici, il est marqué le nombre d'indices qu'il y a dans la pièce. Bon, sur cet endroit-là, il n'y a pas d'indice. Ça, je vous montrerai après sur un autre lieu. Voilà. Donc, pour chaque carte, en général, on a une valeur obscure à dépasser en test pour pouvoir acquérir des indices. Par exemple, de cette pièce, on peut aller au triangle blanc dans un fond bleu qui correspond à cette pièce. Donc, pour un déplacement, après vous verrez les actions, on peut aller dans cette pièce où il y a son nom. Là, pour l'instant, elle était fermée, mais je viens d'y aller. Donc, on peut lire le descriptif, la retourner. On voit qu'il y a une valeur obscure de 1, qu'il y a 2 points d'indice sur cette carte par investigateur. Et ensuite, on peut lire l'effet et l'appliquer, avec un petit texte et des fois des points de victoire.
Donc ça, on verra à quoi ça correspond aussi. Voilà pour les lieux. Alors, selon les scénarios, par exemple dans celui-ci, il y en a 5. Selon les scénarios, il peut y en avoir beaucoup plus que ça. En plus des intrigues, actes et lieux, dans les scénarios, on va rencontrer des créatures avec le symbole du scénario ici, qui seront propres à ce scénario. Et on pourra rencontrer des intervenants particuliers, des alliés, on verra à quoi ça correspond, qui pourront faire partie de l'intrigue du scénario de la campagne, en totalité ou pas. Voilà, donc pour chaque pack de scénario, il peut y avoir des créatures aussi qu'on rajoute dans le deck de rencontre, un allié qu'on peut venir rajouter dans notre deck, si on arrive à la convaincre. Voilà, donc c'est assez bien fait à ce niveau-là, pour les scénarios. Pour constituer le deck de rencontre, je vais finir avec le côté mythe. Lorsqu'on prend la notice, le guide de campagne, il nous indique tout ce qu'on doit mettre en place. La torche sont tous les éléments, les créatures de type avec une torche. Voilà, je ne vous dis pas les créatures, vous les découvrirez après. Pour la mise en place, il y a des cartes à mettre de côté, mais ça vous lirez dans le scénario. Donc on part de ces deux créatures là, en l'occurrence. Ensuite, on va aller chercher dans le pack de monstres les rats, qui sont indiqués sur le guide de campagne. Hop. Voilà, il y a 3 nuées de rats, etc. En fait, on va venir chercher les 1, 2, 3, 4, 5, 6 types de cartes différents pour constituer le deck de rencontre. Donc, je vais le faire rapidement. Comme ça, pour les 3 premiers tours, mon deck sera constitué. Voilà. Donc une fois qu'on a tous les types de créatures ou de cartes demandées, on peut mélanger son deck de rencontre. Voilà, je le ferai un peu mieux tout à l'heure hors caméra pour gagner du temps. Et le placer dans une zone du jeu. Alors, la plupart du temps, moi, je le mets côté intrigue. Voilà, comme ça fait partie du côté du mal, on va dire, et du côté de... pour le séparer avec notre côté. Voilà. Donc on aura deux types de cartes, la plupart du temps dans ce deck, des créatures et des traîtrises. Les traîtrises, on lit, on applique exactement ce qui est indiqué dessus. Donc dans la notice, il ne va pas y avoir chaque carte détaillée en fait. Chaque carte a son propre lot de règles, et souvent les cartes prévalent sur les règles qui sont indiquées dans la notice. Ensuite, elles sont assez bien détaillées et décrites pour comprendre réellement ce qui se passe. Après, si on a un doute, on peut toujours aller sur le forum, Horreur Arkham JCE, et là, on pourra trouver éventuellement des renseignements qui nous manqueraient. Alors, pour les créatures, les monstres humanoïdes, je vais vous montrer comment se constituer les cartes. Il y a le nom de la créature indiqué en haut. En premier, ici, il y a son indice de combat. En deuxième, ses points de vie. Et ici, un index pour pouvoir échapper à cette créature. Ensuite, on a l'icône de la créature avec son type ennemi. On a le nombre de dégâts physiques qu'elle peut faire, le nombre de points d'horreur qu'elle peut nous infliger. Comment ça se passe? Quand on doit combattre contre une créature, il y a un seuil de combat ici, un index de combat. Donc on va faire un test de notre seuil ici de combat, de force.
alors je vais vous décrire les caractéristiques après, contre cet index-là. Par exemple, Roland Banks a 4, et s'il y a 2, je vais aller piocher un pion dans le Chaos Bag. Je vais faire un exemple. 4 contre 2. Après, vous verrez qu'on peut rajouter, on peut se rajouter de la force ou avec des cartes ou avec des capacités ou voilà. Tac. Ici, j'ai eu -1. 4, -1, 3 contre 2. Le test est remporté. Par défaut, on fait un dégât. Ensuite, il y a des cartes qui rajoutent plus un dégât. Donc, elle a 2 points de vie. J'aurais, sans arme, fait 1 point de dégâts. Voilà, ça m'a coûté une action. En cas d'égalité, si j'avais -2, on va essayer d'aller trouver un -2. Voilà, si j'avais eu -2, 4 -2, 2 contre 2, le test passe. En cas d'égalité, le test est une réussite. Ensuite, si j'avais voulu échapper à cette créature, alors je vous expliquerai en détail à quoi ça sert après. Par exemple, Schizotool a 4, donc dans ce cas-là, c'est 4 contre 2, le même principe que en combat, là c'est échapper à, une action pour échapper à. Je vous expliquerai les avantages. Voilà, en cas de réussite, on incline la créature, elle ne peut pas nous attaquer pendant ce tour, ce qui est pas mal. Alors, pour les traîtrises, il y a des textes à lire avec des effets forcés immédiats, et des fois on nous fait faire aussi des tests. Vous verrez à quoi ils correspondent après en jouant. Par exemple, celui-ci nous dit d'effectuer un test de volonté 3. À ce moment-là, on prend notre carte de personnage, la volonté est indiquée par la petite tête, là je vais vous parler des 4, avec ici un index de 4, donc c'était 4 contre 3, et puis il y a moyen d'augmenter notre index pour être sûr de réussir le test. Voilà, donc dans le deck de rencontre, c'est quasiment que des traîtrises et des créatures, des ennemis. Voilà. Avec des effets plus ou moins importants. Voilà. Alors après, dans le déroulement du tour, vous verrez quand est-ce qu'elles interviennent, ces cartes. Je vais maintenant vous parler des cartes joueurs. Alors, premièrement, les plus importantes, ce sont les cartes personnages. En fait, ça va nous définir toutes nos caractéristiques et la façon dont notre deck va être construit. Donc ça, je vais commencer par ce côté-ci, avec sa classe, son nom, son métier, agent fédéral. Ensuite, il y a 4 caractéristiques. La volonté, l'intelligence, la puissance ou la force, et l'agilité ou la fuite. Ces 4 caractéristiques vont nous permettre de remplir des tests. La volonté, par exemple, pour échapper à quelque chose d'assez horrible, l'intelligence pour enquêter notamment, la puissance et la force pour les combats, et l'agilité notamment pour s'échapper. Mais selon le type de test ou d'épreuve que l'on aura à contourner, on nous demandera de faire des tests de différentes façons et selon nos capacités en fait. Ensuite, ici, il y a une capacité propre du héros. Par exemple, après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Ce qui est pas mal, une limite d'une fois par round. Donc si j'ai un ennemi dans un lieu où il y a des indices, si j'arrive à le tuer, je récupère l'indice sans faire d'enquête. Après, il y a pour chaque personnage aussi ce qui est là en cas de signe des anciens. Par exemple, +1 pour chaque indice dans votre lieu. Si je fais un test de combat et qu'il y a aussi dans le lieu où je combats 2 indices, en piochant le signe des anciens, j'aurai +2 à mon test de combat, à cause des 2 indices. Ensuite, il y a du texte descriptif avec des petites anecdotes par rapport au personnage, ses points de vie, ses points de santé mentale. Il suffit qu'un de ces deux tombe à 0,
avec les pions qu'on vient rajouter au fur et à mesure, pour que le personnage soit mort. Quand on joue seul, partie finie. Quand on joue à deux, l'investigateur qui survit peut éventuellement essayer de finir la partie. Pour le verso, ou le recto, il y a ici indiqué la taille du deck. En général, c'est toujours 30. Et la façon dont le construire. On va le construire. Par exemple, construction du deck, il y aura des cartes gardiens de niveau 0 à 5. Alors, je vous parlerai des niveaux après. Des cartes chercheurs de niveau 0 à 2. Et des cartes neutres de niveau 0 à 5. Donc, sur les 30 cartes, on peut constituer son deck avec ce type de cartes, gardien, chercheur et neutre, de la façon que l'on souhaite. Par contre, il est indiqué des niveaux ici. Ces niveaux, ça correspond à, selon les cartes, ici, il peut y avoir des petits points en plus. Ici, il y a 2 petits points, ce qui indique une carte de niveau 2. Ici, 4 petits points, ce qui indique une carte de niveau 4. En fait, quand on va constituer son deck, on part avec des niveaux 0, sans petits points. Donc, toutes les cartes avec des petits points, on va les mettre de côté. Et quand on va acquérir à la fin du scénario des points d'expérience, ils vont nous dire vous avez gagné tant de points d'expérience, on pourra dépenser des points d'expérience selon le niveau des cartes pour les acquérir et remplacer d'autres cartes. On va construire et modifier notre deck. Donc, quand il vous indique, par exemple, pour les gardiens de 0 à 5, ça voudra dire qu'on pourra mettre tous les types de cartes gardiens. Par contre, dans le même deck de Roland Banks, on pourra avoir des cartes chercheurs, mais on pourra améliorer que avec des cartes jusqu'à niveau 2 maximum. Et les cartes de niveau 4 ne pourront pas être mises pour Roland Banks. Alors une petite notion à savoir, parce qu'on en parle comme ça, quand on a une boîte de base, il est évident que quand on prend par exemple Roland Banks, on prend ses cartes gardiens, mais on va prendre aussi des cartes chercheurs. Donc, si on n'a qu'une boîte de base, pour jouer à deux, on ne pourra pas jouer avec ces deux personnages en même temps. Par contre, comme il y a 5 classes, on arrive à avoir des combinaisons possibles différentes. C'est-à-dire, par exemple, Wendy Adams et Roland Banks, on ne vient pas piocher dans l'un dans les decks de l'autre. Donc, ça passe. Agnès Baker et Roland Banks, ça passe aussi. Parce qu'elle a Agnès Baker, elle a besoin de cartes mystiques et survivants. Ensuite, les cartes neutres, il y en a suffisamment pour être réparties et piocher dans 2 decks en fait. Il y a des cartes en 4 exemplaires, donc on pourra avoir 2 exemplaires chacun. Donc, il y a la constitution du deck. Les cartes neutres, c'est de 0 à 5, donc on pourra mettre tout type de cartes neutres. Par contre, les cartes autres que gardien et neutre, autres que notre classe et neutre, c'est de 0 à 2. Donc ça sera 2 maximum. Ensuite, il y a des exigences de deck qui ne compteront pas dans la limite du taille de deck. Donc ça veut dire que on aura nos 30 cartes plus ces cartes. Par exemple, il y a une arme spéciale pour Roland Banks, qui est le 38 spécial de Roland. Alors elle est voilà, d'un autre type de couleur, on va dire, elle n'est pas bleue comme les autres cartes. Voilà. Donc il y a le 38 spécial de Roland, qui est une arme très intéressante. Vous le verrez, avec des munitions à dépenser pour pouvoir tirer. Ensuite, il y a sa faiblesse propre, qui est effacer les traces, que l'on met malgré que ce soit une traîtrise dans notre paquet, ça fait partie des 2 surprises. Et ensuite, on vient tirer une faiblesse de base au hasard. On la tire au début de la campagne, on la garde dans notre paquet. S'il y a 3 scénarios, on retrouvera cette faiblesse aux 3 scénarios. Et pour finir, il y a un grand laïus pour expliquer et mettre en place vraiment le personnage. C'est son thème, sa façon de penser, on va dire. Pourquoi il en est arrivé là, etc. Ça, c'est valable pour les 5 classes. Ensuite, hormis
la carte alliée. Dans chaque pack, dans chaque deck, on a des cartes soutien. Alors c'est indiqué, alors le type de carte est indiqué en dessous de la valeur des cartes. Par exemple ici, vous avez des valeurs 3, 5, 1, c'est le nombre de ressources qu'il faut dépenser pour pouvoir poser ces cartes. Ça, si vous avez vu la vidéo sur la découverte d'IJCE, j'en ai parlé. Voilà. C'est pas une découverte pour vous. Donc, hormis le coût de la carte, le nom, on a aussi son type. Par exemple, ici, le 38 spécial de relance, c'est une carte soutien. Ici, on a des icônes. Si on ne veut pas utiliser cette carte ou la poser, parce que vous verrez, il y a des emplacements à respecter, etc., on peut dépenser une carte à tout moment pour augmenter son index pour un texte. Par exemple, ici, il y a une icône de force. Donc, s'il me manquait un peu de force pour être tranquille au niveau de mon texte, je peux, de ma main directement, dépenser, et ça ne coûte pas d'action supplémentaire, rajouter des cartes avec des points ici, avec des points de force. Par exemple, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Si je défausse ces 3 cartes, je rajouterai 3 à ma valeur de test de combat. Ça fait partie des façons d'augmenter son index de test. Ensuite, hormis ces icônes qui sont sur le côté, en général, ça veut dire qu'on sacrifie la carte. Il faut y réfléchir parce qu'elle peut avoir une utilité à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a son type, objet, arme, arme à feu. Un petit descriptif et une flèche. La flèche, ça indique une action. Donc, en faisant une action avec cette carte, on suit ce qui a marqué. En foncé, en gras, il est indiqué combattre. Donc, avec cette carte, on peut faire une action de combat. Et ensuite, il y a les conditions. Ce qu'elle nous rapporte au niveau des tests, ce qu'elle nous rapporte au niveau des dégâts, etc. Et pour finir, en bas, il y a l'emplacement. Où est-ce qu'on va mettre cette arme? Cette arme, on va l'avoir dans une main. Alors, dans la notice, il est indiqué voilà, le nombre d'emplacements auxquels on a droit. Mais c'est assez logique. Vous verrez qu'il y a des accessoires. On dirait un collier. On a le droit à un accessoire. Un emplacement de corps, en général, par exemple, c'est des armures. On a le droit à un emplacement de corps. Un allié. 2 emplacements de main. Donc on a 2 mains. Il peut y avoir des armes qui occupent les 2 d'un coup. Donc à ce moment-là, terminé, on ne peut pas reposer d'autres armes ou accessoires dans une main. Et 2 emplacements d'arcane. Ce sont en général pour les sorts, des reliques ou ce type d'objets. Voilà. Donc il y a ça à respecter à chaque fois. C'est pour ça que si on est bien armé, déjà, on n'a pas forcément besoin d'une autre arme. Et la plupart du temps, sur les armes, il y a souvent indiqué ici des points de force qui pourra être dépensé pour augmenter nos tests, nos seuils. Donc les soutiens, ce sont des armes, ce sont... alors qu'est-ce qu'il y a encore? Des augmentations de capacité. Ici par exemple on a l'entraînement physique pour 2, avec toujours les icônes que l'on peut utiliser si on défausse la carte, mais si on la pose, ici il y a une petite action, un petit zigzag, c'est une action rapide, gratuite. Ça veut dire que ici, par exemple, on peut dépenser une ressource pour gagner un point de volonté pour un test. On peut en dépenser autant qu'on veut de ressources. C'est gratuit pour cette utilisation-là. Ou pour la puissance. Soit pour l'un, soit pour l'autre. Ensuite, on a des armes. On a, par exemple, premier soin pour se soigner. On a les alliés sont un soutien aussi. Très important, les alliés. Par exemple, pour Roland Banks, c'est le flic en patrouille. Pour Schizo Tool, c'est Léo De Luca qui rajoute une action. Donc c'est pour ça qu'on l'apprécie énormément, parce qu'on passe à 4 actions, et ensuite Schizo Tool a même la possibilité de rajouter une 5e action. C'est énorme. Donc les alliés, eux, pour 4 par exemple, celui-là, en général, ils ne sont pas donnés, mais ça sert énormément. Donc les alliés, il y a son nom. Éventuellement, si on veut les défausser, il y a les icônes, toujours.
ce qu'ils nous rapportent et des actions qu'on peut faire avec eux. Et ils ont ensuite leur point de vie et leur point de santé mentale. Quand on prend des dégâts, on peut répartir des dégâts sur ses alliés. Ce qui permet de faire un petit tampon en fait. S'il nous reste que 2 points de santé mentale et qu'on doit en encaisser 2, on pourra en mettre un sur le personnage, sur l'allié, un sur nous. On répartit les dégâts. Pareil, si une de ces deux valeurs tombe à 0, pour l'allié, on le défausse, il est mort. S'il y a notre allié, le chien de garde, voilà. Je vous laisse découvrir quand vous jouerez leurs caractéristiques. Sachant qu'on a le droit qu'à un allié à la fois. Toujours pareil. Si on veut changer d'allié ou d'arme, etc., on a la possibilité, soit pour les alliés en général, il vaut mieux les utiliser jusqu'au bout, quitte à les faire mourir. Comme ça, ils peuvent encaisser des points, et voilà, sachant qu'après, on va pouvoir poser un autre allié. Sinon, pour les armes, si on est pressé ou quoi que ce soit, en posant une carte, on peut récupérer, par exemple, vider une main et mettre celle-ci à la place. Ça ne coûte pas d'action supplémentaire. Il faut juste poser une carte avec les ressources adéquates. Ensuite, là j'ai parlé des cartes soutien, il y a les cartes événements. Alors les cartes événements, ce sont des actions, on va dire des actions rapides en général, où on dépense une ressource quand même, des ressources pour les poser. Ensuite, il faut lire les effets, et dans ces cas-là, ça coûte pas d'action la plupart du temps. Par exemple, celle-ci, c'est l'esquive pour 1. C'est un événement, c'est marqué ici. Rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez cette attaque. Voilà, ça permet de gagner un tour et d'éviter d'encaisser des dégâts. Au niveau événement, il y a l'explosion de dynamite pour Roland Banks. Choisissez soit votre lieu, soit un lieu connexe. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi et chaque investigateur dans le lieu choisi. C'est sûr qu'avec un bâton de dynamite, on a du mal à viser précisément. Donc, elle est pas mal cette carte. Il faut éviter d'être dans le même lieu où ça explose. C'est tout, quoi. Voilà. Par contre, pour 5, celle-ci coûte une action parce qu'il n'y a pas marqué rapide. Voilà. S'il y a marqué rapide, du moment que c'est indiqué au début, ça veut dire que ça ne coûte pas d'action. Voilà, il y a différents types d'événements. Je vous laisserai découvrir tous ceux qui concernent les autres classes. Et pour finir, on a les compétences. Les compétences, il n'y a pas de coût. Donc, on la rajoute gratuitement. Et ça ne compte pas une action. Et par exemple, ici on a coup vicieux. On vient rajouter un icône de puissance. Et si le test de volonté est réussi pendant une attaque, on inflige un dégât supplémentaire. Donc dans le cas où on attaque à main nue, par exemple, où on fait qu'un seul point de dégâts, avec cette carte, on peut, si on réussit le test, éventuellement faire un deuxième point de dégâts. Alors, dans les cartes neutres, vous verrez notamment qu'il y a énormément... Alors, est-ce que j'ai mis une carte neutre? Là. Il y a énormément de cartes de compétences. Avec à chaque fois deux icônes qu'on leur ajoute, et voire même un effet en cas de réussite, piocher une carte. Par exemple, pour la maîtrise, on vient rajouter deux puissances, et si on réussit notre test, on pioche une carte, ce qui est pas mal. Là, pareil, dans les cartes neutres, il y a des cartes soutien, comme la lampe poche, le couteau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, vous verrez, en niveau 3, il y a des amulettes qui sont très utiles, ou un gilet pare-balles. Voilà, il y a soutien, événement et compétences dans les cartes neutres. Événement, par exemple, pour 0, celle-ci est très bien, gagner 3 ressources. Voilà. Par contre, ça coûte une action, il n'y a pas marqué rapide, donc on dépense une action. C'est la planque. Il peut y avoir le cran, par exemple,
qui va nous rajouter toujours une compétence, qui va nous rajouter 2 points à notre index de volonté pour faire un test. Si on réussit, on pioche une carte. Voilà pour les différents types de cartes qu'on va rencontrer dans nos decks. Dans la notice, je répète, dans le livret d'apprentissage, pour commencer, il y a 2 decks prédéfinis et construits, ce qui permet de voir à peu près de quoi sont constitués les decks. Alors au début, vous verrez, il y aura 10 cartes gardiens, 10 cartes chercheurs, 10 cartes neutres. Plus, il vous indique l'arme de Roland Banks, sa traîtrise personnelle, plus il vous indique une faiblesse. À ce moment-là, on n'a pas à la tirer au sort. Ça permet de faire un scénario avec une traîtresse relativement appropriée au personnage et moins difficile. Alors voilà, j'ai fait un petit peu de ménage pour mettre en place progressivement le scénario, enfin quelques parties de scénario, on va dire, sans spoiler l'histoire. Donc pour le deck, pour le Chaos Bag, alors pour construire les Chaos Bags, devant le livret le guide de campagne, il est indiqué pour chaque niveau ce que l'on doit mettre dedans. Donc il y a le nombre de jetons plus 1, 0, moins 1, moins 2, etc. Sachant que, par exemple, pour le niveau facile, le seuil, le malus le plus important sera moins 2. Et il y aura 2 bonus plus 1 par contre. 3, 0. Si on augmente d'un niveau, on enlève un plus 1, il n'y en aura plus que 1. On enlève un 0, il n'y en aura plus que 2. Et on rajoute un moins 3 et un moins 4. C'est-à-dire qu'on pourra avoir sur un test un moins 4. Ça permet de savoir à l'avance, au pire, hormis l'échec critique, ce que l'on pourra rencontrer en test. Donc j'ai constitué moi le Chaos Bag en mode standard. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un petit peu la mise en place, à savoir, pour commencer, on constitue sa main. Comme dans tout JCE, on va piocher un nombre de cartes, 5 cartes. Alors, je ne vous cache pas que j'ai préparé au moins quelques cartes pour la suite, pour un peu une démonstration de ce qu'on peut faire. Donc, on a notre première main. Si j'avais pioché une faiblesse, je la remettais dans le paquet, je repiochais notre carte, je remélangeais mon deck. On n'a pas le droit d'avoir de faiblesse dès la première main. Si, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo de la découverte des JCE, pour ce jeu, on veut faire un mulligan, c'est-à-dire que la main ne nous plaît pas tout à fait. On a la chance dans ce jeu de pouvoir faire un mulligan partiel. Par exemple, j'ai 3 bonnes cartes, 2 armes et un allié, et 2 cartes qui m'intéressent beaucoup moins dès le départ, parce que par exemple celle-ci coûte 5, et le documentaliste, quand on lit ce qu'il peut faire, c'est pas éventuellement ce que je rechercherai particulièrement dans mon deck. Donc je garde de côté les 3 cartes que je veux garder, je mets les 2 autres en dessous, je repioche 2 nouvelles cartes. Par contre là, je dois les garder. Voilà. C'est un mulligan partiel. Ensuite, une fois qu'on a notre main, au départ, on a 5 ressources. Voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on est prêt, qu'on a notre main et nos 5 ressources, on doit commencer par lire la mise en place du scénario avec le début de la campagne. Ici, chapitre 1, encore un laïus sur les conditions et l'intrigue. On suit la mise en place, ici. Je ne vais pas faire la mise en place telle qu'elle est faite dans le scénario pour les lieux. Je vais faire juste 2 lieux à titre d'exemple. Et ensuite, une fois qu'on a préparé ça, qu'on a bien lu tout ce qui se passe, on lit la carte intrigue, on lit la carte acte, et on a un peu plus d'informations sur l'intrigue. Alors, souvent,
il va y avoir un ou deux lieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux lieux. Je vais mettre 3 lieux. Voilà. Sachant que on met notre personnage, ça va nous indiquer dans quel lieu on démarre. Donc en général, on le met dessus, comme ça. Voilà. Alors il y a les petits symboles de serrure. Ces 2 lieux n'ont pas été visités. Celui-là, j'y suis, donc je le retourne. Et je lis ce qui a marqué éventuellement. Voilà. Là, c'est le moment du départ. Alors, comment ça se passe? On a une carte qui nous aide avec le déroulement d'un round. Et toutes les actions qu'on pourra faire dans la phase d'investigation. Donc cette carte, à la rigueur, au début, on en a besoin à côté de nous, et puis après, au bout d'un moment, on n'en a plus forcément besoin. Alors, il parle de 4 phases. La phase de mythe, à ignorer lors du premier round. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de nous mettre en place avant d'attaquer vraiment le dur du scénario. Donc, phase de mythe. Là, je vais dérouler ensuite 3 tours. On verra comment ça se passe. Phase d'investigation, avec toutes les actions qu'on peut faire. On a le droit à 3 actions dans la phase d'investigation. Sauf si on a Léo De Luca ou Schizotool. On a éventuellement plus d'actions. Sauf si, par exemple, il y a une carte qui nous donne une action supplémentaire. Donc on a 3 actions par investigateur. Si on joue à 2, on choisit qui va faire ces 3 actions en premier, et ensuite le deuxième joueur fera les siennes. On ne mélange pas, je fais une action, tu fais une action. Non, c'est 3 d'un côté, 3 de l'autre. Alors, dans ces actions, on a la possibilité, par exemple, de piocher une carte ou gagner une ressource. Soit l'un, soit l'autre, mais on peut le faire 3 fois. On peut gagner, on peut utiliser nos 3 actions pour prendre 3 ressources, ou piocher 2 cartes et piocher une ressource. Peu importe. On peut jouer une carte événement ou soutien pour une action. On peut activer une capacité avec la flèche. Je vous ai dit, ça correspond à une action. Donc sur les cartes ou la carte selon ce que l'on a posé, il peut y avoir ces flèches. On peut activer cette action particulière. On peut se déplacer. Pour 1, je me déplace dans un lieu auquel j'ai le droit d'accéder directement. À ce moment-là, je lis ce qui a marqué là et j'ouvre la porte. J'ouvre le lieu. On peut enquêter. Ici, il y a la valeur obscure. S'il y avait un indice ici, je peux faire un test de mon intelligence ici contre la valeur obscure. Si je réussis, je prends l'index qui était noté ici. C'est l'action enquêter. Ensuite, on peut combattre ou engager un ennemi situé dans le même lieu que soi. Alors, je vais prendre un ennemi. Alors, souvent, voilà. Au début, au premier tour, il n'y aura pas d'ennemi, parce qu'on ne pioche pas. Sauf si c'est indiqué dans une des 2 cartes ici. On ne pioche pas de carte rencontre. Dans la phase de mythe, il y a la pioche de soit la traîtrise, soit l'ennemi. Mais à titre indicatif, je vais vous parler un petit peu des combats. Parce qu'il y a quelques notions très importantes avant de faire mes tours en solo. Notamment quand on joue à 2. Donc, phase de rencontre, on simule, on pioche une créature. Premièrement, si elle est générée dans le même lieu que nous. Alors, c'est indiqué sur la carte. Il peut y avoir marqué « générer », par exemple, à tel endroit. À ce moment-là, on la place à l'endroit où il est marqué « génération à tel endroit ». Si il n'y a pas précisé de génération à un lieu particulier, la créature est avec nous, directement. Donc, sauf si elle est marquée à distant ou distant, la créature va nous engager automatiquement. Alors, il y a 2 possibilités. Soit il y a une précision proie avec indiqué vers qui
elle va s'engager. C'est-à-dire qu'il peut y avoir marqué proie, l'intelligence la plus importante. À ce moment-là, elle ira voir la créature, elle ira voir, comme il y a égalité, on n'arrive pas encore à savoir. À ce moment-là, c'est l'investigateur principal qui va choisir. Parce que quand on joue à 2, au début de la partie, on choisit qui va être l'investigateur principal. Il va pouvoir notamment faire ce genre de choix. C'est-à-dire que la créature arrive, même en ayant précisé vers qui elle va, il y a encore une égalité, on ne peut pas savoir. C'est l'investigateur principal qui va dire ben, je la prends ou tu la prends. Elle t'engage toi ou elle m'engage moi. Donc, on va prendre l'exemple où c'est sur la force, la puissance la plus faible. À ce moment-là, elle va engager Wendy. Alors, dans la partie, après je vais vous parler des zones avant le scénario. Vous verrez qu'on les met dans ce qui s'appelle la zone de menace. Donc la créature est engagée avec Wendy. Ça, c'est quand on fait la pioche de rencontre, la plupart du temps. On a nos 3 actions. Donc Wendy n'a pas besoin d'engager la créature, puisque automatiquement les créatures, sauf s'il y a marqué distant, viennent engager les investigateurs, s'ils sont dans le même lieu. Donc, Wendy a le choix de se battre, ou d'essayer d'échapper, ou éventuellement, s'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des actions de discussion ou abandon. Mais bon, ça c'est des cas particuliers. Si elle fait autre chose que combattre ou échapper à, elle prend ce qu'on appelle une attaque d'opportunité. C'est-à-dire que si au lieu de me défendre ou d'essayer au lieu d'attaquer ou d'échapper à ce monstre, je veux poser une carte absolument, le fait de faire autre chose que, mais c'est indiqué sur cette carte-là, hein, le fait de faire autre chose que combattre ou échapper à, je prends une attaque d'opportunité. C'est-à-dire qu'automatiquement, la créature va me mettre son point de dégâts physique et son point d'horreur. Donc on a tout intérêt à soit échapper, soit combattre. Quoi qu'il arrive, quand on a une créature sur Balto. Donc, Wendy, par exemple, pour le combat, elle n'est pas forcément forte. Dans ce cas-là, elle va plutôt avoir tendance à essayer d'échapper. Donc elle va faire un test contre 2, et elle a 4 au départ. Donc elle fait son test. Elle peut éventuellement avoir dans sa main des cartes pour améliorer son score. Donc on va faire un test. 4 contre 2, moins 2. 4 moins 2, 2, égalité. Mon test est réussi. Dans ce cas-là, on incline la créature. On a réussi à lui échapper de façon à ce qu'elle soit désorientée. Quel est l'avantage ? Elle va pouvoir dès maintenant, Wendy, faire toutes les actions qu'elle veut sans avoir d'attaque d'opportunité. Roland Banks, qui est dans la même pièce, étant donné que la créature est inclinée, pourra faire exactement la même chose. Tout ce qu'il veut, s'il ne veut pas forcément la combattre, il pourra faire ce qu'il veut. Enquêter, quitter le lieu, voilà. À savoir que les créatures aussi, si elles n'ont pas le trait chasseur, elles vont rester à l'endroit où elles sont. Donc on peut l'incliner, et si on a l'occasion de sortir d'une pièce, qu'on aura par exemple vidé tous les indices, à ce moment-là, la créature, on pourra la laisser de côté et gagner du temps. Éviter de faire un combat qui pourrait, selon le cas, utiliser beaucoup de temps. Ça, c'est pour échapper à, et du coup, les conséquences. Autour de l'ennemi, après la phase d'investigation, il y a le tour des ennemis. Si la créature est inclinée, elle ne nous attaque pas. À la rigueur, elle ne fait que se redresser, et on va à la phase suivante. Pour la prochaine action, elle pourra éventuellement, si on ne l'incline pas à nouveau, nous attaquer. Donc, Wendy ne s'échappe pas. Elle n'a pas réussi à le tuer. La créature peut avoir un autre trait qui s'appelle riposte. Alors, riposte, ça veut dire que si on combat cette créature,
et qu'on loupe des actions de combat, elle riposte, donc elle nous mettra à chaque fois des dégâts. Donc dans ces cas-là, quand il y a riposte, il vaut mieux essayer de booster son attaque pour réussir absolument le combat. Admettons, ici il n'y a pas riposte, Wendy a fait ses 3 actions, n'a pas réussi à tuer la créature. Ça vient au tour de Roland. Roland a la possibilité d'aider Wendy de 2 façons. Soit on prend le risque et on attaque tel que c'est là. Je rappelle, la créature est engagée avec Wendy. À ce moment-là, il y a un inconvénient. Comme la créature est engagée avec Wendy, si je loupe mon test de combat, c'est Wendy qui va prendre mes dégâts. Les dégâts que j'aurais dû infliger à la créature. Donc, soit on est sûr de soi et on n'a pas peur d'avoir l'échec critique, et à ce moment-là, on peut tenter, ça fait gagner du temps, soit on peut engager une créature. À ce moment-là, on perd une action, on prend la créature sur soi et on évite le risque de blesser le partenaire. À ce moment-là, par exemple, Roland, lui qui est beaucoup plus à l'aise en combat, 4 contre 2, va faire ses tests. Hop. Moins 4. Échec. Si la créature a riposte, je me prends des dégâts. Si elle n'a pas de riposte, je ne prends pas de dégâts. Je peux refaire, là j'ai fait mon premier test, donc c'était ma deuxième action. Hop. Moins 2, 4 moins 2, 2. Donc j'infligeais par exemple 1 point de dégâts à la créature. Ici c'est dans le cas où j'ai rien posé, mais bon, c'est rare quand même. Hein. C'est à titre d'exemple. Alors voilà pour les combats, avec quelques notions. Après vous verrez, si par exemple vous avez du mal à retenir au départ les notions de traits des créatures, par exemple riposte, chasseur, etc. On trouve tout ça facilement dans l'index, on s'y réfère une fois pour toutes, et en général après on s'en souvient. Vu les effets de chasseur ou riposte, on a tendance à se souvenir de ce que ça a fait. Donc, je vais remettre ma créature là-dedans. Et je vais vous montrer un exemple d'enquête. Alors, on s'est déplacé par exemple à un endroit. Voilà. Tac. Alors, premièrement, il y a la valeur obscure ici de 1. Ce qui est relativement facile pour un test de connaissance. Et ici, la valeur du nombre d'indices qu'il va y avoir dans la pièce. Donc il va y en avoir 2 par investigateur. Dans l'exemple où on est 2, ça fait 4 indices. Alors comment ça se passe? Si c'est Wendy qui enquête, elle a 3 en connaissance. Il y a un indice, une valeur obscure de 1. On fait le test. Moins 1, 3 moins 1, 2. Le seuil est de 1. 2 contre 1, on a gagné de 1. Quoi qu'il arrive, on prend un indice. Si je devais, par exemple, prendre un moins 4, quand on a besoin, on ne les sort pas, et quand on n'a pas besoin, ça sort tout seul. Hein. Voilà. Soit un échec critique, soit un moins 4, quoi qu'il me fasse descendre en dessous du seuil. Voilà. Si j'avais pioché un de ces pions, le fait de rater l'action, je n'ai, sauf si c'est indiqué sur la carte, bien sûr, mais c'est rare, je ne prends aucun dégât ou quoi que ce soit. Je perds juste une action de test, en fait. Alors, à quoi ça sert d'emmagasiner les indices? J'en ai parlé au départ. Une fois qu'on aura atteint, par exemple, si on enquête ou si je détruis une créature, il ne faut pas l'oublier avec Roland, ça permet de prendre un indice. Une fois qu'on a tous les deux, soit chacun 2 pions, ou 1 pion, 4 pions, ou 4 pions d'un côté, peu importe, c'est en coopération, on peut dépenser en coopération, donc c'est 4 indices. Pourquoi 4? Parce qu'ici c'est indiqué 2 par investigateur, donc ça en fait 4 pour passer à la carte suivante. Donc on les dépense et on peut poursuivre l'acte.
On lit ce qu'il y a marqué derrière. Et ensuite, on aura 6 indices à récolter. Voilà. Une fois qu'on a vu un petit peu les bases des combats et des tests, je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir faire 3 tours. Alors, je vais modifier un petit peu le plateau. Alors, avant d'attaquer la partie, je vais vous parler des zones de jeu. Donc, ce qui se passe sur la table. Alors, en général, voilà, je piocherai mes cartes. En général, on met en place tout ça une fois qu'on a fait sa première main. Alors, on a d'abord, au niveau des zones, ce qu'on appelle la zone de rencontre. C'est ici. Avec le deck, avec une place pour sa défausse, les 2 intrigues, et la carte référence en fait partie, mais moi je la mets au jeu. Donc ça, c'est la zone de rencontre. Ensuite, on a la zone de jeu de Roland Banks, ici. Avec son deck, notre carte, et la défausse, que l'on met où on veut, soit d'un côté, soit de l'autre, comme on préfère. Avec nos 5 ressources de départ. Ensuite, au milieu, on place les lieux, en général. Légèrement au-dessus, de façon à laisser une zone ici que l'on va appeler la zone de menace, où on viendra placer certaines traîtrises ou les créatures qui nous engagent. Quand on joue à 2, on met la zone des 2 joueurs ici, avec la zone de menace devant eux, et les lieux, on les laisse ici, au milieu. Voilà. Voilà pour les zones. Donc je répète, zone de rencontre, les lieux, zone de menace, zone du joueur. Avec après, on met la réserve de pions où on veut, on met les cartes qui sont indiquées de mettre de côté où on veut. On se prévoit une petite place, alors le petit sac, ou alors on peut mettre dans un bol, à condition qu'il soit suffisamment haut pour pas qu'on voit ce qu'on pioche, pour garder un certain suspense. Voilà. Donc, c'est en place. Je n'ai pas suivi le scénario ou le guide de campagne. C'est juste 3 tours indicatifs. Donc, je pioche ma première main. Alors, je vais faire un mulligan partiel. Bon, je vais garder quand même une arme. Alors, je me défausse d'une carte, j'en reprends une. Super. Alors, des fois, ça marche pas à tous les coups. Hein. Piocher un vieux grimoire à la place d'un ouvrage médical. Voilà. Pof. Alors, une fois que c'est fait, je prends le déroulement d'un round. Phase de mythe, pas au premier tour, à ignorer au premier round. Donc, je passe directement à la phase 2. Phase d'investigation. Chaque investigateur effectue à son tour 3 actions. Donc, première action, je vais poser un couteau. Deuxième action, je vais poser une carte soutien, l'entraînement physique, qui me permettra d'augmenter soit ma volonté, soit ma force. Et troisième action, je vais piocher une carte. Donc j'ai effectué mes 3 actions. Troisième phase, phase des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, donc je passe directement à la phase suivante, phase d'entretien. Phase d'entretien, si j'avais des cartes inclinées pour X raison, je les redresse. Si
voilà, on redresse toutes nos cartes. On défausse éventuellement des cartes si on avait défaussé pour marquer des points supplémentaires pour les index. On pioche une carte. Et on prend une ressource. À chaque phase d'entretien, on va piocher une carte et prendre une ressource. Mon premier tour est déjà terminé. En général, au premier tour, on essaye de poser un maximum de cartes, armes et soutien que l'on peut, pour nous préparer à ce qu'on va rencontrer dans la phase de mythe. Donc là, j'ai pas été trop chanceux au niveau du tirage, mais bon. Je vais survivre aux 3 tours. Phase de mythe. Donc deuxième tour, phase de mythe. Cette fois-ci, on l'effectue. Première étape, placer une fatalité sur l'intrigue. Ici, il y en a une. L'index est de 3, donc j'ai encore 2 tours de marge, à moins que je pioche ici une carte qui me fasse rajouter une fatalité. Ça arrive. Deuxième phase de la phase de mythe, avancer l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint. Ce n'est pas le cas, il est de 3, le seuil, j'ai 1. Ensuite, chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck rencontre. Donc si on est 2, c'est une carte chacun dans l'ordre que l'on veut. Je suis seul, je pioche une carte. Dans mon lieu, je pioche une créature, un serviteur ghoul. Il va venir m'engager directement. Il n'y a pas de génération particulière. S'il avait été généré dans une pièce qui est découverte ici, par exemple s'il y avait marqué génération dans cette pièce, on mettait la créature dans cette pièce. Si la créature n'est pas chasseur, elle reste dans cette pièce. Si elle est chasseur, si elle a possibilité, elle viendra à son tour venir me rejoindre. Donc là, c'est pas le cas. Ni chasseur, ni quoi que ce soit. C'est une créature normale. Elle m'engage. Elle est dans le même lieu que moi. Il n'y a pas marqué distant. Donc, j'ai tiré ma carte du deck rencontre. Deuxième phase, heureusement, la nôtre, phase d'investigation. Si ça avait été la phase d'ennemi à ce moment-là, elle m'aurait attaqué d'un coup. Alors, on est dans le cas où j'ai une créature. Alors, je n'avais pas retourné ça, sachant qu'il n'y avait pas d'indice à récolter. Voilà. Donc, sachant que je vous ai indiqué qu'il y a très peu d'actions possibles quand on a une créature sur le paletot, donc je n'ai pas trop le choix. Soit je lui échappe, soit je la combats. Roland est assez bien armé. Donc, ici, j'ai le couteau, avec une action pour combattre, et je gagnerai éventuellement un point de puissance. Ce qui est pas mal. La deuxième action, c'est défausser le couteau. Pour combattre, on gagne 2 points de puissance, et on inflige un dégât supplémentaire. Donc le couteau permet certes d'avoir un +1, si on ne sert que de cette capacité, mais la seule façon d'avoir un dégât supplémentaire, c'est de défausser la carte. Donc c'est pas terrible. Par contre, j'ai aussi l'entraînement physique, qui fait qu'en dépensant des ressources, je peux augmenter d'autant mon test de force, pour autant de ressources posées. Donc, je vais attaquer. Pour l'instant, le seuil est de 2. Moi, j'ai une puissance de 4. Pour l'instant, il y a 2 d'écart, sachant que le plus gros malus est de -4, je vais essayer de monter de 2, pour être sûr, hormis l'échec critique. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise l'action de cette carte, qui est indiquée ici, combattre, vous gagnez +1. Donc je vais être déjà à 5. Pour être à 6, pour atteindre ce seuil de 4 par rapport au pion, je peux dépenser une ressource de cette carte pour être à 6. Donc, ma capacité de combat est maintenant à 6 contre 2. Je teste mon pion, -1. Comme mon arme n'a pas forcément de bonus de dégâts, je ne fais qu'un point de dégâts. Je remets le jeton, surtout pas oublier de le remettre, sinon si on s'en rend compte, on est obligé de refaire les tirages.
Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais exactement faire la même chose. Il n'y a rien qui me dit d'incliner la carte pour appliquer ces effets. Et ici, c'est valable pour tous les rounds. Donc, je refais une dépense de ressources pour être à 6. Moins 4. 6 moins 4, 2. J'ai fait exprès, hormis l'échec critique, pour pouvoir réussir ce test. Donc j'avais 6, moins 4, 2, contre 2. Je mets un deuxième dégât. La créature, qui n'avait que 2 points de vie, est morte. Alors il faut vérifier qu'il n'y ait pas de point de victoire. Dans ces cas-là, on fait une pile à part pour pouvoir à la fin comptabiliser ces points de victoire, qui vont nous rapporter plus de points d'expérience pour acheter des cartes. Donc je défausse la carte ennemie, j'ai effectué 2 combats, 2 attaques de combat, donc il ne me reste qu'une action. La prochaine action que je vais effectuer, ça va être de me déplacer. Je vais dans ce lieu, je lis ce qui a marqué, je vérifie bien que je peux y aller d'abord, ici, c'est le cas. J'y vais, je retourne le lieu. Alors ici, il y a la valeur obscure de 1, le nombre d'indices qu'il y a sur la carte. Je mets les indices. Ensuite, il y a ici un effet qui fait que je subis une horreur. Donc je l'encaisse, je n'ai pas le choix. Un petit descriptif. Et c'était ma troisième action, le déplacement. Alors, sur des lieux, il y a des points de victoire. Pour avoir ces points de victoire, il faudrait que je vide complètement le lieu de ces 2 indices. S'il reste un indice et que je me déplace autre part, ça ne me permettra pas d'avoir ce point de victoire. Ce point de victoire. Par contre, le fait de mettre les indices dessus nous permet de savoir si on a justement nettoyé la pièce pour avoir ces points. Donc, ma phase d'investigateur est terminée. Phase d'ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Donc, je passe directement à la phase d'après. Phase 3, phase d'entretien. Je n'ai incliné aucune carte. Je pioche une carte. Et je prends une ressource. Voilà. La phase d'entretien se termine. On vérifie à la fin de chaque phase d'entretien que l'on n'a pas plus de 8 cartes. Sinon, on est obligé de défausser des cartes. J'en ai 6, ça va. Au contraire du Seigneur des Anneaux, où on peut avoir autant de cartes qu'on veut dans la main, là, on est tenu de respecter un nombre de cartes maximum de 8. Donc, troisième tour, je reprends en début. Phase de mythe, un point d'intrigue. Je vérifie si je dois avancer l'intrigue, ce n'est pas le cas. Je pioche une carte du deck de rencontre. Alors, c'est une traîtrise. Paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre... Alors, révélation. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. Donc ici. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. Forcez, à la fin de votre tour, effectuer un test de volonté 3. En cas de réussite, défaussé paralysé par la peur. Donc cette carte reste dans la zone de menace jusqu'à qu'à la fin d'un tour, je puisse réussir un test de volonté de 3. Donc elle peut rester très longtemps. Par contre, l'autre inconvénient, c'est que si j'effectue au début du round une action, à chaque début de round, une action pour me déplacer, combattre ou échapper à, ça va me coûter 2 actions au lieu d'une seule. Voilà, donc je laisse la carte. Fin de la phase du mythe. Phase d'investigation. J'ai droit à mes 3 actions. Alors, les seuls qui me coûteraient une action supplémentaire, c'est si je faisais me déplacer, combattre ou échapper à. Donc, je vais enquêter. Alors, il y a une valeur obscure de 1. J'ai 3
en connaissance. Alors, je vais poser quand même, je vais faire quelque chose avant. Alors, dans le jeu, en soutien, il y a la lampe torche. Je vais l'utiliser pour vous montrer à quoi elle sert. Donc pour 2, je la pose. Mes 2 mains sont remplies maintenant. Donc il faudra que je fasse attention. Si j'ai une autre carte à poser, il faudra éventuellement, par exemple, que je défausse le couteau qui n'est pas très utile. Donc la lampe torche, il y a marqué utilisation 3 provisions. Donc les provisions, on met des ressources dessus en fait. Pour une action, dépensez une provision pour enquêter. Votre lieu perd moins 2 de valeur occulte pour cette enquête. C'est-à-dire que ici on a une valeur obscure de 1. Si je veux augmenter mes chances, j'utilise l'action enquêter. C'est ce que je voulais faire. Donc première action, j'ai posé cette carte. Il me reste 2 actions. Je vais pouvoir enquêter 2 fois si je veux avec la lampe torche pour reprendre les 2 indices. Donc j'utilise une provision. Ça correspond en fait, on va dire, aux piles de la lampe torche. Elle a 3 charges. Au bout des 3 charges, la lampe ne marchera plus. Donc, première action, je baisse le seuil de 2. Donc il tombe à 0. J'ai 3. J'ai rien à rajouter. 3 contre 1. Donc mon moins 4 ou mon moins 3. Oui. 3 contre 0. Puisque je baisse de 2. Donc le moins 4 et l'échec critique me ferait louper ce test. On va voir si j'ai de la chance. Moins 2. Donc moins 2, ça fait que j'ai 1 contre 0, puisque j'ai baissé le seuil. Donc j'ai gagné un indice. C'était ma deuxième action. Troisième action, je redépense une provision. Donc je rabaisse la valeur obscure à 0. Et j'ai toujours 3 en intelligence. 0. Donc je réussis à nouveau mon test. J'ai fini mes 3 actions. Il faut savoir que le fait d'utiliser les indices pour faire avancer l'acte, sauf si c'est précisé, ne coûte pas d'action. Donc si je voulais, je ferais avancer l'acte maintenant. Alors après, le danger, c'est selon ce qui se passe, je peux avoir une créature. Et comme il y a la phase d'ennemi juste après, je préfère attendre que ça soit au début de ma phase d'investigation pour pouvoir découvrir l'acte. On ne sait jamais. Bon, je connais le scénario, j'aurais fait peut-être différemment, mais ça fait partie des possibilités. On n'est pas obligé de faire avancer l'acte tout de suite. Donc, phase d'investigation terminée. Phase d'ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Donc je passe directement à la phase d'entretien. Je vais pouvoir effectuer d'abord réinitialiser toutes les cartes. Je n'ai pas incliné de cartes. Les actions, retourner les mini-cartes. Alors oui, quand on effectue nos 3 actions, il est conseillé de retourner la mini-carte. Il y a un côté couleur et un côté son. Ça permet quand on joue à 2 déjà de savoir qui a fini, etc. Le seul avantage, c'est de... Voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à retourner sa carte pour dire j'ai fini mes 3 actions. Donc on utilise, moi j'utilise que du côté coloré. Redresser toutes les cartes inclinées, on pioche une carte et on prend une ressource. On arrive à la fin du tour. On vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours 6 cartes, donc ça va, je n'ai pas 8 cartes. Il faut que j'effectue mon fameux tour. Il ne faut pas l'oublier, mon fameux test de volonté 3 pour essayer de me débarrasser de cette carte.
Dans ces cas-là, comme j'ai 3 contre 3, je vais utiliser les fameuses icônes ici. Donc je vais défausser 2 cartes pour essayer de réussir absolument mon test pour me débarrasser de cette carte embêtante, qui en cas de combat, de déplacement ou d'échappée A me fait utiliser une action supplémentaire. Donc j'ai 3 en volonté, plus mes 2 icônes fait 5, contre 3 de test ici indiqué. Donc moins 2, moins 1, 0, ou plus 1 suffirait. Je peux, avec l'entraînement physique, dépenser une ressource pour ajouter 1 en volonté. Donc ça me fait 3 de bonus. 3 et 3, 6 contre 3. J'augmente considérablement mes chances. Moins 2. Je peux me débarrasser de cette carte. J'avais 6 contre 3, moins 2, 4. 4 contre 3, le test est réussi. Là, j'ai fini mon 3e tour. Je vais faire un dernier tour pour faire encore quelques petits exemples. Donc, phase de mythe, 3e intrigue. Je retourne ici la carte intrigue, je fais avancer. On me dit de choisir. Voilà. Une fois que c'est passé, enfin, il faut lire le texte, choisir, faire un choix. Une fois qu'on s'est occupé de ça, on lit ici ce qui nous met encore dans l'ambiance un peu plus. Il y a un nouveau seuil de 7. Donc j'ai énormément de tours pour continuer à faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire trouver mes 2 indices déjà pour avancer cette partie. Mais c'est déjà fait. Donc, j'applique un des effets. Oui, alors notamment là, c'est défausser une carte au hasard. Donc, carte au hasard, je prends mon paquet comme ça, je mélange. Et hop. Oh, la seule qui était intéressante. Voilà. Donc, j'ai avancé l'intrigue. Il me reste à piocher la carte. Main saisissante. Révélation, effectuez un test d'agilité 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que j'ai 2, et le test, j'ai 2 en agilité, le test est à 3. C'est-à-dire que si je reste comme ça, j'ai déjà un dégât, puisque je suis à 2 et le test est à 3. J'ai un point en dessous, donc un dégât. Si je m'encaisse encore un malus, je risque de tomber jusqu'à 3 dégâts d'un coup. Donc pour échapper à ce genre d'inconvénient, j'ai une carte compétence qui me permet de rajouter 2, ce qui me fera 4 contre 3, déjà ça sera pas mal. Ça pourra m'éviter éventuellement de prendre trop de dégâts. Donc 4 contre 3. L'agilité, c'est pas le point fort de Roland Banks. Moins 1. 3 pour 3. Test réussi. Donc je ne subis pas de dégâts, je défausse ma carte. Et ensuite, indiqué ici, en cas de réussite, piocher une carte. Donc je pioche une carte. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. C'était quelques petits tours pour vous présenter un peu le déroulement du jeu. Essayez vous-même de votre côté. Donc là, par principe, je vais vous dire ce qu'en gros j'aurais dû faire, c'est-à-dire passer l'acte, ça m'aurait mis dans d'autres conditions, et ainsi de suite. J'aurais eu d'autres lieux à enquêter, j'aurais rencontré d'autres créatures, pour arriver jusqu'à la fin du paquet, avec l'intrigue finale et quelque chose de particulier à résoudre. Mais ça, vous le verrez quand vous ferez le premier scénario. Je ne le spoil pas volontairement pour vous laisser le découvrir. Faites quelques tests avec Roland Banks, avec Daisy Walker, Agnès Baker, etc. Essayez de faire
une ou deux parties avec des personnages différents. Si vous avez des points particuliers qui vous turlupinent, il y a toujours la doc. Et après, une fois que vous aurez eu quelques notions du scénario, vous pourrez, si vous le voulez, suivre la campagne que je vais dérouler avec Roland Banks en solo. J'en ferai une en campagne avec un partenaire, soit de la famille, soit un ami. Et ça vous permettra de voir le scénario en entier si vous n'avez pas l'utilité d'avoir la surprise. Ou voilà. Ça vous permettra de voir quelques mécanismes des scénarios qui sont des fois un peu particuliers ou pas forcément faciles à comprendre. Après, il y a quelques notions sur les cartes qui peuvent nous échapper. Le fait de voir quelqu'un qui les applique comme il faut, ça nous permet de nous remettre comme il faut dans l'utilisation de la carte. Je pense notamment à la machette, par exemple. On a tendance à oublier qu'on gagne +1 pour cette attaque et que si l'ennemi est attaqué et le seul ennemi engagé avec vous, cette attaque inflige +1 de dégâts. Donc si on a 2 ennemis, on ne fait pas +1 de dégâts et ça on a tendance à l'oublier. Donc c'est ce genre de petits détails qui font que en voyant des parties, vous apprendrez un peu plus de notions sur chaque carte. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet sur toutes ces notions et que vous suivrez peut-être les aventures de Roland Banks dans l'intégralité de sa campagne, du scénario. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, un petit point levé, un petit pouce levé. Si le principe de la chaîne vous intéresse et vous plaît, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère.